Bonjour, je me prénomme François. Donc aujourd'hui, notre émission va s'adresser à l'association Parfaire. Et je tiens à signaler que c'est la première émission de la nouvelle association audiovisuelle Média Rêve Radio. Donc moi, je vais demander donc au président actuel et à l'ancien président. Bonjour, je suis Gérard Morin, le président fondateur de Parfaire. Au début des années 2000, je faisais partie des gens qui allaient travailler à Lyon tous les jours depuis 25 ans, et mon temps de parcours ayant été multiplié par deux entre le début du déplacement sur Lyon et le début des années 2000, donc j'avais décidé avec quelques collègues de voir si on ne pouvait pas quand même trouver un moyen de transport en commun plus efficace, étant donné qu'on avait cette ancienne ligne du CFEL. Et c'est à partir de là que l'aventure de Parfaire a commencé. D'accord. Ensuite, bonjour à tous, donc Philippe Zuccarello, donc je suis l'actuel président de Lyon Climat Parfaire depuis 3 ans et demi. Donc j'ai succédé à Gérard Morin qui a fait un gros travail d'à peu près une quinzaine d'années voilà, avant moi. Et donc voilà, aujourd'hui on œuvre justement pour aboutir à un projet justement d'aménagement du chemin de fer de l'Est lyonnais avec un transport collectif. Et nous, en fait, ce qu'on préconise, c'est effectivement un prolongement du tram T3 sur cette voie ferrée qui traverse toutes les communes de Pusignan, Janarias, Charlieu, Pont-de-Charluy, Tigneux, Saint-Romain, Villemarieux et jusqu'à Crémieux, et qui pourrait desservir toute une population. Donc il y a un bassin sur l'agglomération pontoise de près de 53 000 habitants, chiffre 2018, et qui pourrait effectivement à terme arriver à plus de 60 000 habitants, et également aussi le secteur des balcons du Dauphiné. Bonjour, donc je suis Bernadette Vigimer, actuellement plutôt chargée de communication au sein de l'association Lyon Climat Parfaire. J'habite Pont-de-Charluy, je suis arrivée en 2005, donc une bonne quinzaine d'années. Je travaille aussi sur Lyon, j'ai vu l'évolution des difficultés de circulation qui étaient déjà présentes quand je suis arrivée, qui se sont améliorées temporairement avec la création de la 517 et qui aujourd'hui sont une catastrophe, même pour aller au tram de Messieurs. Voilà, on va vous expliquer un petit peu. Nous avons repris les questions qui nous ont été transmises sur Facebook pour cette interview. Nous avons essayé d'être synthétiques. Désolé si on en a oublié quelques-unes. Vous pouvez de toute façon quand même nous les transmettre sur Facebook ou Twitter ou par notre site internet. On vous répondra. d'accord. Donc moi je vais demander donc au président actuel et à l'ancien président, parce que vous pouvez chacun à votre tour. Évitera d'avoir des soucis. Vous parlez chacun à son tour, assez succinctement de nous rappeler en gros l'historique de Parfaire au début, quand ça a été créé, et quelle a été son évolution, si ça a changé, si ça a évolué ou pas. Alors, en ce qui concerne la création de Parfaire, au début c'était un petit peu timide parce que les élus du territoire ne se sentaient pas tous vraiment impliqués dans ce type de projet. Nous, notre sensation, c'était qu'on avait de plus en plus de difficultés de circulation, on avait une population qui augmentait considérablement. Moi, comme je l'ai dit, j'avais un temps de parcours qui a été multiplié par 2 pour aller sur des signes où je travaillais. Et à partir de là, on s'est dit, on a une voie du CFEL qui existe depuis très longtemps. Cette voie est inutilisée. Elle a été utilisée jusqu'à Messieurs T3 pour créer le T3. On trouvait tout à fait logique qu'on prolonge cette voie pour venir jusque chez nous, étant donné qu'on avait une population qui augmentait considérablement et dont la majorité travaillait sur Lyon. Donc, on a créé ça. Alors au début, ça a été un peu difficile. Ça a été créé en quelle année alors? En 2000, dans les 2001, enfin là, moi j'avais commencé avec un collègue, Jean-Paul Villiers, 2001, on a fait les premières réunions. Alors rapidement, quand même, on a eu du monde. On a eu pas mal de gens qui ont adhéré à la cause. On a commencé à faire des réunions publiques. On avait même fait une énorme réunion publique à Tigneux dans les années 2004, avec on avait amené dans les
300 ou 400 personnes à cette réunion. Vraiment, on avait réussi un peu à faire venir les élus. Ça a quand même marqué un peu le territoire. Mais on avait la sensation qu'on n'avançait pas parce qu'il y avait des questions politiques derrière. C'est-à-dire entre les rivalités entre les communes de gauche, communes de droite, entre certains élus qui ne s'entendaient pas, on sentait ces rivalités, ça faisait blocage. Et là, je vois que, excusez-moi, qu'en 2006, il y a une attaque qui était faite par la décision ministérielle du 26 décembre 2005. Ça concernait quoi exactement? Pardon, j'ai pas compris. Une attaque de la décision ministérielle du 26 décembre 2005. Alors, c'est-à-dire qu'il y avait aussi le problème de l'utilisation de l'attaque, je ne vois pas bien ce qu'ils veulent dire. Déclassement peut-être. Ah oui, à ce moment-là, c'est-à-dire, voilà, il fallait effectivement, pour pouvoir faire le projet, il fallait déclasser, parce que il faut dire qu'à Crémieux, c'était un petit peu difficile, parce que la voie ferrée, elle était propriété du département. D'abord, il y avait la propriété du département du Rhône, propriété du département de l'Isère, et il a fallu effectivement un décret ministériel pour déclasser la voie ferrée dont s'était appropriée la commune de D'accord. Voilà, à ce moment-là, c'était le ministre d'Europien, je crois, qui avait signé ce décret d'ailleurs à l'époque. Oui, je crois, d'après ce que je peux voir, ça a été fait en 2006. Voilà. L'affirmation de la bonne nouvelle de dédoublement. Une chronée 50. Et alors, ce que je voulais juste dire aussi, c'est que notre objectif, bien entendu, c'était de prolonger ce tram. Au début, les élus, parce qu'au début, on avait affaire au Conseil général de l'Isère. Le Conseil général de l'Isère, il essayait de nous dire que c'était monstrueusement cher et que de toute façon, on n'y arriverait pas. Je me rappelle un ancien président qui s'appelait Baglietto, il venait nous dire que ça allait coûter dans les 150-200 millions d'euros et que c'était impossible. Enfin, ils ont fait quand même, tout le monde a traîné les pieds au début, au niveau du département. Mais petit à petit, quand même, avec l'évolution de la population, avec le fait qu'on se rend bien compte maintenant que les transports en commun, ça nécessite d'être développé parce que là, la voiture, pour tout le monde, c'est peut-être pas la solution. Quand même, on a réussi à faire adhérer au projet de plus en plus de gens. Et au bout d'un certain nombre d'années, le seul argument qu'on nous opposait, c'était un argument financier. Il n'y avait plus d'autres arguments que l'argument financier pour dire c'est une bonne idée, mais ça coûte trop cher. Ensuite, l'autre élément dans toutes les études qui ont été menées, c'est que nous, on s'est toujours battu pour un prolongement du tram T3, et que petit à petit sont apparus dans les discussions les BHNS, Philippe en parlera, mais les bus au niveau de service, parce qu'effectivement, au niveau investissement, ça coûte moins cher. Et nous, on considère que de toute façon, ce n'est pas la solution, à cause de ce qu'on appelle les ruptures de charge, c'est-à-dire si vous prenez le bus, puis le tram, etc., ou si vous rallongez trop les temps de parcours, c'est pas efficace. Oui, ça fait que tout ça, ça a quand même duré plusieurs années. Mais quand même, je crois que c'est de l'administration française. Et puis, je vous dis, les deux handicaps, ça a été aussi le fait qu'au niveau des élus ici, il n'y a pas eu une entente vraiment efficace pour... Non, mais il faut quand même... Si vous voulez, la population était favorable, on a fait quand même des pétitions qui ont ramené plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de signatures. La population était favorable au projet, mais on n'a jamais vraiment réussi à faire travailler tous les élus ensemble. Alors, pour faire aboutir un projet comme ça, il faut une cohésion entre les élus et la population. Si les élus avaient fait abstraction de leurs différences politiques ou personnelles, leur rivalité personnelle, je pense qu'on aurait pu avancer beaucoup plus vite. Ça n'a pas été le cas. Il y a toujours un tel qui tirait la couverture à lui, un autre qui s'opposait pour telle et telle raison. Et c'est ça qui, à mon avis, fait qu'on n'a pas avancé aussi vite qu'on aurait prévu. Mais maintenant, moi je considère que les planètes sont alignées. Enfin, Philippe va vous en parler. Mais les planètes sont alignées parce que les municipalités et le territoire sur Lyon sont favorables. Je pense que aussi avec la communauté de communes, avec peut-être Jean-Yves Brenier ici maintenant, qui a fait partie de Parfaire aussi, président de la communauté de communes, il venait régulièrement à réunion de Parfaire, peut-être qu'on a plus de chances d'avancer. Enfin, en tout cas, je le souhaite. J'espère. Donc vous avez laissé vos relais à quel moment, Philippe? Ça fait 3 ans et demi. 3 ans et demi. En septembre 2017. Et toi, quand tu as repris le dossier, en fait, moi, initialement, moi, je suis effectivement de la région. J'ai né, j'ai grandi sur Lyon, Villette-Planton. Après, dans les années 90, en fait, je suis parti sur Paris pour travailler. Je suis resté 10 ans et là-bas, j'ai compris effectivement ce que c'était le transport en commun parce qu'ici,
j'utilisais essentiellement ma voiture pour me déplacer, pour aller travailler sur Lyon. Sur Paris, c'est Transilien. Et là-bas sur Paris, vu les problèmes de congestion, ben, j'ai apprécié les transports en commun dans le RER B, le A et toutes les lignes de métro. Je connais. Et quand je suis arrivé ici et que j'ai appris, je ne savais pas, je ne connaissais pas la ligne de chemin de fer de l'Est lyonnais, j'ai appris qu'il y avait un projet justement sur ce tracé-là. Moi, j'ai trouvé l'idée tout à fait géniale, et sachant que l'emprise est disponible, je ne comprenais pas pourquoi justement ça n'avait pas abouti, quoi. Alors, on peut comprendre effectivement qu'il y a effectivement c'est un projet long, de longue haleine, porté par les élus. Effectivement, au départ, il y a eu beaucoup d'études, ne serait-ce déjà au niveau local par exemple la communauté de communes Lyon-Saint-Exupéry en Dauphiné, qui avait fait une étude, la PMG, et cette étude avait effectivement relevé effectivement un montant assez important pour l'investissement, chose qu'après en 2013, Sistra avait recompilé les anciennes études, donc KPMG, Altermodal, qui avait été fait par le département d'Isère. Et TTK. Les TTK, oui, PTV, TTK. Et cette étude Sistra 2013, en fait, nous montrait que justement le budget d'investissement était moindre. Et nous-mêmes, en reprenant tous ces éléments-là, en éliminant ce qui était un petit peu en surplus, comme par exemple justement à l'arrivée de mes yeux, de dire on va franchir, on va croiser les rails du Rhône Express et passer sous la D304 pour aboutir, passer par les Panex. Pour nous, non, c'est pas en fait techniquement c'est la meilleure solution, c'est tirer tout droit, d'arriver directement à ZD et de continuer. Et donc déjà là, cet exemple-là, il apportait une diminution de près de 20 millions d'euros. On a mis donc en évidence tout un tas d'arguments financiers, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on fait le chiffrage, on aboutit en fait pour faire un prolongement de mes yeux à Crémieux en investissement, on avoisine 70 millions d'euros. Et jusqu'à Tignieux, c'est 51 millions d'euros. Sans parler effectivement des véhicules, des rames. Il faut compter en fait 3 millions et demi par rame. Après, il n'y a pas nécessairement besoin, comme l'étude le précisait, de 10 rames pour faire le service. Et nous, on a estimé qu'il en fallait 2-3 rames. Donc, ce n'est pas les mêmes chiffres. Et il y a aussi chose importante, effectivement, la compétence, bien avant, était au département, la compétence transport. Donc, effectivement, il y avait effectivement un besoin d'unir ces deux territoires d'élus pour parlementer, pour justement aboutir à ce projet. Aujourd'hui, depuis mi-2015, c'est la région qui a repris la compétence via la loi NOTRe, qui a donné cette compétence à la région. Et donc effectivement, c'est une grande avancée parce que du coup la région, elle permet justement de remettre tout ça voilà, autour de la table. Et c'est elle qui est déciditrice, en fait, qui va prendre la décision finale de faire le projet. On reviendra tout à l'heure dans les questions pour l'historique. Ce que j'aurais aimé savoir, c'est Bernadette, à quel moment tu as, toi, intégré Parfaire? Alors, moi je suis arrivée à Parfaire à peu près en même temps que Philippe, hein, je crois que ça devait être peut-être un peu après, 2016, il y a 5 ans à peu près. Voilà. 5 ans à peu près, donc j'ai commencé plutôt par occuper le poste de secrétaire et puis ensuite vice-présidente. Ce qui me motive dans le combat que mène Lyon Crémieux Parfaire, c'est à la fois la gestion des trajets pour les utilisateurs, comme moi par exemple, mais aussi l'importance de la question écologique sur notre territoire, parce que je pense qu'on peut tous constater l'encombrement routier, la pollution atmosphérique, on a la proximité de l'aéroport aussi, donc je pense que pour les générations futures, on peut aussi mettre en avant le fait qu'un transport en commun assainirait nettement la qualité de l'air sur notre territoire. Très bien, donc Philippe, j'ai te posé 3 questions. D'après ce que je peux voir là, c'est nous voulons tous un allongement du T3. C'est pour quand?
déjà. La seconde, c'est qui va prendre la décision pour le tram et quand. D'accord. Donc, ouais, pour répondre à cette question, donc voilà, en fait, pour commencer, c'est déjà un projet qui est, voilà, en termes de décision. Donc, il n'y a pas encore eu le premier coup de push, parce qu'il y a effectivement actuellement des études. Donc, la région est compétente dans le domaine. Donc, elle a lancé en fait un comité de pilotage fin 2019, suite effectivement aux relances qu'on a pu faire en rencontrant justement les élus de la région, déjà en 2018 et 2017, et effectivement on a porté le dossier sur ce projet-là. Et donc la mise en place du COPIL, donc fin 2019, a permis justement en fait, de prévoir en fait, de nouvelles études sur le projet, donc des études plus conséquentes que celles qu'il y avait eu précédemment. Et donc c'est en fait la société Egisrael qui a été retenue pour faire ce travail-là. Et donc la mise en place du COPIL, là c'est des élus qui siègent à ce comité de pilotage. Et en fait il y a eu plusieurs réunions. Il y a eu une présentation dès 2020, en début d'année, aussi bien à la communauté de communes de la DZ et Balcon du Dauphiné, pour présenter justement le planning de ce comité de pilotage. Initialement, la décision devait être prise fin année 2020. Mais je pense que le Covid est venu là. Voilà, donc il y a eu le Covid et bon, il y a toujours des petits retards dans ce genre de projet. Hein, on n'est pas à quelques mois près, quoi. Et du coup, en fait, cette échéance va être repoussée à plus tard. Alors il faut savoir que voilà, dans justement le marché d'études, il y a plusieurs lots. Il y a d'abord un diagnostic, donc reconnaître les besoins du territoire et qu'est-ce qu'on peut y faire grossièrement. Ensuite, on passe vraiment au niveau technique, où il y a des études plus précises sur les éventuelles possibilités d'aménager justement le transport en commun. Et donc cette phase-là a été faite et ensuite voilà, donc, ça a été présenté même en décembre lors du dernier COPIL le 15 décembre. Et donc ensuite il va y avoir des groupes de travaux donc, pour déterminer à quels seraient les endroits des gares de terminus, aussi bien du côté de Lyon que du côté en fait, de Crémieux. Et ensuite aussi il y aura des groupes de travaux avec justement les communes là où en fait traverse la voie ferrée pour savoir justement où mettre des gares, où mettre pour les éventuels parkings, comment organiser le rabattement, tout ça. Au niveau de la circulation pour les véhicules par rapport à ça. Voilà. D'accord. Mais le dossier, par rapport à il y a 10 ans, quelle est la différence? Est-ce qu'il a avancé? Est-ce qu'il est toujours au même point? Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, la région donc, a pris le dossier en main, hein, puisqu'il y a ce fameux comité de pilotage qui est en place et compte justement s'engager avant la fin du mandat à prendre une décision et d'inscrire le projet justement dans le programme du prochain mandat. Mais est-ce que dans toutes ces études par rapport par rapport au Covid et par rapport au problème de circulation qu'on a ici à Poncherry, le fait d'avoir ce tram va pouvoir servir la ville dans le fait qu'il n'y aura plus toute cette circulation comme il y a en ce moment? On ne va pas éliminer toute la circulation, mais non, on va en éliminer une bonne partie. Une bonne partie pour ceux qui travaillent. Pour ceux qui travaillent, pour ceux qui... Parce que les marchandises et tout ça, on ne peut rien, les voyageurs c'est une chose, mais ceux qui travaillent, qui ont besoin, qui passent là et qui mettent 1 heure pour aller à cause de la circulation, alors qu'il y a 40 km, peut-être qu'en vélo on ira aussi vite. Non, pas si on souhaite se déplacer. Déjà, moi j'ai un collègue qui habite à Poncherville et qui travaille à Mézieux. Il lui faut 1 heure pour aller à Mézieux en vélo. Quoi. Je veux bien, effectivement, on peut aussi utiliser des vélos électriques. Le tram va aider tout ça. Oui, tout va aider, puis la circulation telle qu'elle est maintenant, ici elle est même ailleurs. Et tout ce qui se passe depuis 1 an, beaucoup de choses ont changé dans la vie des gens, et y compris les transports. Ça ne peut que le servir. Alors après, je vais reprendre peut-être justement une phrase que disait Jean-Paul Lhuillier, qui est un peu l'initiateur de l'association Le Collectif Parfaire, à l'époque ça s'appelait. Il disait que de toute façon, quand on construit une route, en fait,
le vide appelle le plein, c'est-à-dire que si vous construisez une route, vous allez en fait amener plus de voitures qu'il y en avait avant en fait. Donc nous, effectivement, nous ce qu'on dit, c'est que voilà, en fait, il faut plutôt axer les déplacements sur le transport en commun, et donc utiliser ce qu'on a. Donc on a une ancienne voie de chemin de fer, elle est là, c'est un patrimoine qui dort depuis 2003, depuis son déclassement. Donc allons-y, pourquoi qu'on attend quoi. Si Nous on comprend pas trop quoi. Mais... Oui, Bernard. Si je peux compléter sur les éléments qui nous permettent aujourd'hui de dire, comme disait Gérard tout à l'heure, que les planètes sont un peu plus alignées, c'est effectivement le fait que ce soit la région qui ait repris la compétence, ça amenuise, on va dire, un petit peu les guerres de départements, de communes. Voilà. La région pilote la globalité du projet parce qu'il y a une loi qui a été votée qui s'appelle la loi NOTRe, et qui permet en fait qu'un transport en commun qui traverse plusieurs départements soit piloté par la région. On peut dire aussi que Lyon-Crémeux-Parfer, les actions qu'on a pu mener, comme disait Philippe tout à l'heure, en direction de la région, en direction des élus locaux, la métropole, petit à petit, je pense, fait entendre notre voix. Et surtout, je pense que c'est important de rester mobilisé, parce que malgré tout, le comité de pilotage travaille sur plusieurs scénarios possibles. Donc le tram, c'est nous ce que nous souhaitons, mais je pense qu'il faut continuer à le dire et à se faire entendre pour que ce soit la solution qui soit retenue. Il y a un élément aussi important dans le fait que le dossier avance, c'est qu'on a rencontré l'association lyonnaise Déplacements Citoyens, qui du coup œuvre beaucoup au niveau des transports sur Lyon, et qui a travaillé avec nous sur la possibilité, comme c'est un transport qui fait l'aller-retour entre Lyon et notre territoire, de pouvoir nous soutenir, parce qu'ils ont beaucoup de contacts sur la métropole. On a aussi des élus locaux qui ont une position quand même plus affirmée aujourd'hui, et qui disent clairement qu'ils soutiennent le tram. On a fait plusieurs réunions publiques quand même dans ce sens, où des élus se sont positionnés en affirmant qu'ils souhaitaient que le tram vienne ici. Donc on souhaite qu'ils continuent aussi à faire entendre leur voix, pour que du coup, auprès de ceux qui vont prendre la décision. L'autre élément, c'est, comme disait Philippe, une augmentation de population quand même assez marquée, et une prise de conscience quand même écologique aussi sur le territoire, et différents documents qui sont le schéma de cohérence, le plan climat, enfin toutes ces choses qui travaillent quand même plus globalement sur l'écologie. Et la présence aussi qu'on peut tenir sur les réseaux sociaux, sur les sites des mairies, et voilà, tout ce qu'on peut Donc ce sont travailler. tous les éléments qui, eux ensemble, ont permis que maintenant, en 2021, ça avance. Ça avance. On continue d'ailleurs cette action aujourd'hui. Notre action, elle est en direction des décideurs. Ouais. Voilà, qu'on a sollicité pour les rencontrer. On a déjà un rendez-vous qui est prévu fin mars avec certaines personnes de la région. Donc voilà, on souhaite que ça va pouvoir déboucher. Mais en résumé, donc, si on voit tout ça, c'est piloté donc à la région du Grand Lyon. Non, Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes. Et ça part du Grand Lyon, tout ça. Non, c'est bien la région qui est compétente et qui, elle... Il n'y a que la région. Oui. Parce que Et justement, en fait, après, effectivement, ce qu'il y a, c'est que, en fait, donc, elle mène le dossier. Oui. Effectivement, après, voilà, c'est quand même un cas particulier qui fait que, voilà, on est proche de Lyon, on est sur l'axe du CFL, pour aller jusqu'à Lyon, il faut emprunter justement les mêmes rails que le T3 et le Rhône Express. Donc, ce qui fait qu'on peut effectivement penser qu'au final, si c'est un mode ferré qui sera fait, ça sera confié au Citral. Ce sera une délégation qui sera donnée de la région au syndicat de transport. c'est ce qui permet aux communes comme ici, comme sur Crémieux, de pouvoir profiter de ce tram sans être dans le Grand Lyon, étant donné que ça sera la région qui va piloter. Parce qu'on est sur 2 départements. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que, vu la loi LOM, donc c'est la loi d'orientation des mobilités de 2019, en fait, déjà le Citral, il va changer de statut dès le 1er janvier 2022. En fait, ça va devenir un établissement public plus large qui va englober donc, le Citral, le SNCAML, c'est le syndicat mixte des transports de l'agglomération lyonnaise, le Rhône Express et d'autres transports type Libéru, tout ça, qui sont déjà dans le Citral.
Donc ça va faire un gros établissement qui va pouvoir aussi rayonner autour de l'agglomération, D'accord. sans forcément vraiment englober dans son aire de compétences des zones qui ne sont pas aujourd'hui desservies, quoi. D'accord. Je pense qu'on a déjà fait le tour de pas mal de questions. Aujourd'hui, sinon, je voulais répondre à une question qui n'a pas été répondue. C'est justement quand on aura le tram. Oui. Voilà. Et quand on aura le tram, si on admet qu'aujourd'hui la région poursuit le projet, Oui. aujourd'hui il y a effectivement un comité de pilotage qui va décider de ce qu'on va faire. D'accord. Voilà. Après, il va falloir effectivement aller de l'avant. Donc il y a plusieurs phases, donc des études plus poussées, techniques et tout. Et il y a aussi une phase de concertation publique. Et donc toutes ces choses-là vont prendre du temps. Et il faut compter bien 4 ans pour voir le service arriver. En gros, qu'est-ce qu'on pourrait dire maintenant, à l'heure actuelle, pour encourager tous ceux qui attendent quelque chose de ça, et qui vont regarder cette émission? Alors, moi, je voulais juste dire qu'effectivement, on a entendu, moi, au cours de ces 20 dernières années, beaucoup d'élus se prononcer en faveur du projet, mais il y a une différence entre se prononcer pour le projet et se battre pour le projet. Ah oui, c'est ça. Et ce qu'on demande, nous, aux élus du territoire, c'est de se battre d'une manière unitaire pour défendre ce projet. Et ça ne se fera qu'avec le soutien actif de la population. Plus la population sera investie, plus les élus se sentiront concernés et poussés, et plus vite on avancera sur ce dossier. Donc on demande à la population vraiment de s'investir, de nous soutenir. C'est ça qui est l'élément qui va être l'élément déterminant dans la rapidité d'exécution. Donc, ne pas perdre courage, au contraire, voir que ça avance et qu'on va commencer à voir le bout du tunnel. Il y a aussi un point qui est positif, c'est qu'aujourd'hui, on a pu rencontrer des élus un élu de la nouvelle équipe de la métropole qui connaît bien le projet, qui a déjà soutenu le projet il y a 15 ans et qui a suivi l'évolution de Lyon Parfaire. Et vraiment, le projet rentre dans les objectifs qu'ils ont sur la métropole, c'est d'aller chercher les gens au plus près de leur domicile. Et on constate qu'il y a beaucoup de gens du territoire qui travaillent en métropole. Et leur objectif est de réduire de 50% le nombre de voitures qui entrent dans la ville. Donc on a aussi là un soutien très clair de la part de la métropole, qui fait partie aussi des décideurs, qui n'est pas le seul, mais qui est aussi un élément important en faveur du projet. C'est un gros point en plus. Ouais, tout à fait. D'accord, donc j'avais une question aussi à poser, je ne sais pas qui va me répondre, ou Philippe ou l'ancien président. Pourquoi laisse-t-on des personnes handicapées faire le trajet en bus pour aller à Lyon? En fait, par rapport justement aux personnes à mobilité réduite, donc il faut savoir c'est quand même qu'il y a un schéma d'accessibilité du réseau qui a été mis en place par le département. Bon, effectivement, c'est une loi qui demande ça. Oui. C'est déjà été voté en 2005. Et donc après, il y a eu effectivement une deuxième loi qui est repassée dans les années 2014 pour justement un petit peu plus amener à faire ce genre d'action pour aménager donc l'accessibilité des transports en commun aux personnes à mobilité réduite, aussi d'autres handicaps, comme la surdité, les malvoyants, etc. Et donc cet effort, il a été fait. Donc effectivement, si aujourd'hui on amène un projet de tram, effectivement c'est quand même plus confortable que de monter en bus, parce qu'en bus il faut une rampe, c'est quand même assez compliqué, même si les quais sont aménagés. Ouais. Mais en tram, voilà, c'est des planchers bas qui sont à hauteur du quai. Donc on voit aujourd'hui, de toute façon, les gens ils rentrent avec les poussettes, ils rentrent facilement dans la rame, même on peut rentrer en fauteuil roulant. Voilà, donc c'est quand même plus confortable et plus simple avec ce mode-là. Puis si on élargit un peu, il y a des personnes à mobilité réduite et puis il y a aussi toutes les personnes qui n'ont pas forcément de véhicule, qui ne sont plus en capacité de conduire et qui ont des difficultés à se rendre déjà jusqu'à mes yeux. Moi je pense aux étudiants qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter une voiture. Dans l'enquête qu'on a pu faire, clairement, les gens nous disaient qu'au niveau du budget, s'il y avait le tram, ça leur permettrait d'enlever une voiture du
foyer et que économiquement, ça serait nettement plus avantageux pour Oui, eux. c'est sûr. Et les personnes qui commencent à vieillir, qui ont besoin de soins médicaux, d'aller sur la métropole pour des soins qu'on ne trouve pas ici, et qui sont plus forcément en capacité de conduire, et qui du coup auraient eux aussi une accessibilité beaucoup plus sûre. D'accord. Et une question donc, qui a été posée par les gens sur Internet. Pourquoi autant d'attente pour le T3 alors que le T7 est en service et que Lyon parle du T9 et T10? Je réponds. Bah, il va peut-être mieux. Oui, donc, pourquoi c'est un petit peu ce qu'on expliquait tout à l'heure. En fait, aujourd'hui, cette compétence transport entre départements, c'est la région qui le porte. Aujourd'hui, en fait, les services de transport, tram, bus, la métropole, en fait, c'est le Citral qui porte ça, donc c'est une compétence de la métropole. Et donc, voilà, il faut effectivement, il ne faut pas comparer aujourd'hui ce que propose la métropole et le Citral avec justement un transport qui relie la métropole du périurbain. Ici, on est en périurbain. Après, je vais peut-être revenir un petit peu sur l'historique. Nous, initialement, avant qu'il y ait le T3, avant que le chemin de fer de l'Est lyonnais soit aménagé sur les 15 km entre Pardieu et Mézieux, nous, on prenait pour un projet de tram-train. Une liaison, effectivement, plus lourde que justement ce qui est fait aujourd'hui. Voilà, donc c'est... Et dans ce tram qui va se faire, est-ce que pour les usagers, il y aura des parkings prévus, il y aura des aménagements? Alors, ce qui a été fait par de nombreuses communes qui sont sur le tracé, c'est ce qu'on appelle des réserves foncières, donc qui permettent de garder du terrain. Donc ça a été pensé pour que si le trajet de transport en commun se réalise, il puisse y avoir quand même des parkings. Après, nous, on milite quand même pour une réflexion plus globale sur la transition écologique et sur la qualité de l'air. C'est de ne pas reproduire le schéma qu'on peut voir à mes yeux, avec un pôle multimodal, des immenses parkings qui sont très vite engorgés, mais de pouvoir penser aussi d'autres modes alternatifs pour se rendre aux gares, comme par exemple des navettes, des aires de covoiturage, le vélo, le mode doux, pourquoi pas, même ce serait vraiment intéressant, de prolonger aussi la voie cyclable qui est le long de la voie du tram, qui va, je crois, jusqu'à Dessines, peut-être même plus loin. Et en plus, si le tram va jusqu'à Crémieux, pour ceux qui le savent, il y a une voie cyclable qui a été aménagée sur la suite de ce chemin de fer qui peut aller jusqu'à la Via Rona. Et au niveau touristique, ça pourrait être intéressant que les Lyonnais prennent cette voie cyclable le long du tram jusqu'à Crémieux pour pouvoir se raccorder à cette voie cyclable qui va jusqu'à la Via Rona et qui traverse tous les paysages de notre cet territoire. aménagement, je l'ai vu moi en Normandie, du côté de Rouen, sur certaines lignes qui desservent, par exemple, qui vont servir par exemple au Rouen et qui servent sur la campagne, dans les gares qui existent déjà, ont été prévus des parkings à part pour permettre aux gens qui utilisent cette ligne de pouvoir se garer tranquillement, sans qu'il y ait de problème de PV, quoi que ce soit. Et ils ont une tranquillité, y compris pour le covoiturage. Est-ce que ça se remplace? Ça se remplace. En fait, ça sera effectivement des choses à mettre en place. Ouais. Donc c'est des choses, des réflexions justement qui se portent aussi au niveau des comités de pilotage. Justement cette question-là, les groupes de travail qui vont travailler sur comment en fait faire du rabattement sur les gares de la ligne, c'est des sujets qui seront pris en main, donc aussi bien au niveau de la région qu'après aussi au niveau des élus localement. Parce qu'en fait, on a ce qui s'appelle un plan climat, Air Énergie, et ce plan climat, justement, il nous demande justement de faire des efforts en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et donc c'est ce genre de solutions, il faudra les mettre en place. Et le tram par lui-même, il ne va pas desservir par rapport au Transilien, qui lui place dans les communes. Voilà, donc là-dessus, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, si on prend le tracé du chemin de fer, entre Crémieux et Mézieux, par rapport au bus du Transilien, il y en a deux. Il y a l'Express 4 et le 1980. Okay. Donc,
moi ce que j'ai toujours dit, c'est que c'est pas parce qu'il y a un tram qu'on va se passer de bus. Voilà. Parce que justement, on revient à la question précédente, il faut faire du rabattement. Donc on peut très bien imaginer effectivement peut-être de supprimer l'une des deux lignes, donc l'Express 4, parce que c'est le trajet grossièrement du chemin de fer, et donc conserver une autre qui fait du cabotage et qui passe dans les différentes communes qui sont plus éloignées pour ramener des gens sur les gares. Oui, Comme un peu le ruban à la sur Capelle. la ligne, par exemple, Crémieux dans mes yeux, sur les arrêts prévus, le Transilien peut très bien faire un arrêt, lui, pour ramener des gens qui veulent le prendre, ou l'inverse. Voilà. Comme je disais, le ruban, par exemple, à Bourgoin, D'accord. vous avez en fait, la ligne de TER de Grenoble à Lyon, et le ruban, en fait, il va aller chercher des gens qui sont en périphérie des gares, quoi, et qui les ramène jusqu'aux gares. Il ne faut pas oublier, je pense, et penser cette ligne de tram dans les deux sens en fait. On la pense de notre territoire vers la métropole, mais il ne faut pas oublier que le secteur économique ici est très positif par rapport à l'arrivée d'un tram, parce que c'est aussi permettre à des gens de la métropole de venir travailler sur notre territoire et de permettre un développement économique aussi de notre territoire. Et donc les gens qui viennent de la métropole, s'ils viennent en tram, ils n'ont pas leur voiture. Donc il faut qu'ils puissent, eux, se rendre depuis la gare de tram à leur travail. Et l'inverse aussi, parce qu'il y a quand même pas mal de gens de la métropole de Lyon qui cherchent à venir Bien habiter sûr. à l'extérieur, et puis rester sur Lyon, tout en y travaillant. Et une autre question sur la D517, entre Charvieux et Jameria, ça va se passer comment? Le tram va passer au-dessus, en dessous? Je peux vous répondre aussi. Oui, donc, par rapport à... En fait, c'est un petit point technique, on ne sait pas, effectivement, il ne faut pas en faire une révolution. Parce que, déjà, quand on prend, par exemple, sur la métropole, quand ils aménagent des transports, des nouvelles lignes de tram, des fois, c'est très compliqué en métropole. C'est vraiment des mouchoirs de poche, quoi. Ils arrivent à faire passer le tram vraiment sur des rues très étroites. Ici, on a de l'espace. Il y a effectivement la D517. Mais on peut la contourner en fait. Effectivement, aujourd'hui, dans le tracé coupe deux fois la 517, une fois à hauteur de Janarias et une fois vers Charlieu. En fait, on peut, effectivement, même les études l'ont précisé, on pourrait en fait rester sur le côté sud de la voie et en fait, du coup, ne pas avoir l'intersection sur cette voie-là. Les solutions techniques existent. Oui, voilà. ça, c'est pas un problème. Et on va attaquer le petit poisson cible. L'argent, ça paye. Hein. Comment les élus vont avoir ça? Donc pour l'aspect financier, voilà, aujourd'hui donc c'est la compétence de la région. La région peut, avec l'État, avoir ce qu'on appelle un contrat plan État-région. L'État et la région vont faire l'investissement. Ouais. Ils peuvent aussi faire appel à des partenaires hein, comme la métropole, les départements, les comités de communes. Et donc effectivement après il y a tout une répartition de l'investissement sur ces différentes collectivités. Quoi. D'accord, très bien. Et pour l'exploitation, effectivement il y a l'aspect investissement. Donc moi, en fait on peut même prendre des exemples où il y a des régions qui ont même financé des transports dans le nord de la France par exemple, à 80-90% de l'investissement. Après la question qui se pose, c'est l'exploitation. Et dans l'exploitation, si vous regardez un petit peu sur notre site, on a fait un argumentaire, on nous dit aujourd'hui le bus à haut niveau de service, qui serait une autre forme de projet pour le transport en commun, ça coûte moins cher même à l'exploitation. Et si on prend les données, vous regardez un tram au kilomètre, c'est à peu près 7 €, un bus c'est 4 €. Sauf qu'un tram, ça transporte, tout dépend le type de tram, vous pouvez à 300 jusqu'à 400 personnes. Alors qu'un bus c'est une centaine de personnes. Alors si vous faites le ratio, en fait le tram c'est 7 € au kilomètre, et le bus ça peut arriver à plus de 10 €, 12 €. Quoi. Voilà. Donc en termes d'exploitation, et en termes aussi d'investissement long terme, un tram ça dure, une durée de vie c'est 40 ans, un bus c'est 15 ans, donc écologiquement et économiquement c'est plus rentable un tram. D'accord, très bien.
Bon, là, je voyais par rapport, je vais peut-être laisser la réponse à Bernadette pour clôturer tout ça. Parce que là, on me demande, pour passer dans 69, alors que le tram dépasse cette zone, on y a déjà répondu à ça. Oui, tout à fait. C'est la région. Oui, tout à fait. Voilà, ça n'aura pas d'incidence sur le fait qu'on devienne département du Rhône. Voilà. Le fait que ce soit la région qui pilote, ça permet de traverser plusieurs départements et plusieurs communes. Tout à fait. Et aussi de lever ce qu'on appelle le versement mobilité pour le transport. Ça, c'est au niveau des entreprises. Voilà. On va peut-être pas rentrer dans le détail. Ouais, et encore, c'est pas forcément nécessaire. Tout dépend de la politique qu'il y a derrière, en fait. Et c'est pour info, on en a discuté avec la métropole. En fait, ce que dit la métropole aujourd'hui, c'est qu'en fait, les gens qui se déplacent sur Lyon, indirectement, ils le payent le versement mobilité parce qu'ils travaillent dans des entreprises qui sont sur Lyon. Donc peut-être qu'effectivement, cette part de versement mobilité, elle pourrait être moindre sur les zones périphériques. Parce qu'en fait, il y a des... si vous regardez effectivement justement les recettes du Citral aujourd'hui, et donc par rapport justement aux services qui sont proposés dans les différentes communes, le taux de versement est différent. D'accord ? Il peut être, je sais pas, 2% ou même moins, et ils peuvent peut-être aussi changer de politique de ce côté-là. Eh bien, il me semble qu'on a fait le tour. J'aimerais bien profiter de cette émission pour remercier tous les gens qui nous soutiennent. Au niveau des citoyens, on a beaucoup d'échanges par le réseau Facebook et on remercie d'ailleurs la quarantaine de personnes qui s'est portée volontaire pour soutenir nos actions, en sachant que la prochaine, c'est les 20 ans de Parfaire, et très bientôt, au mois d'avril, et on souhaite que Parfaire ait un magnifique cadeau d'anniversaire. Effectivement, aujourd'hui, on est quand même à une étape très, très importante, parce que justement, le comité de pilotage va guider justement le choix de ce qui va être fait sur ce chemin de fer de l'Est lyonnais. Donc nous, en fait, on compte vraiment aussi bien sur nos membres de l'association qui nous soutiennent et qui nous suivent et qui sont même prêts à être actifs. Comme le disait Bernadette tout à l'heure, on a une quarantaine de bénévoles qui seraient prêts à s'investir. Bon, c'est vrai que malgré cette période de crise sanitaire, on est un petit peu bloqué pour faire des réunions publiques de grande ampleur, ce qui est bien dommage. On n'a que la visio pour vraiment être actif. Voilà, du coup, ce que je souhaiterais poser en fait comme message, c'est que à tous les élus justement qui vont nous écouter, c'est vraiment de bien prendre en compte qu'effectivement la décision qui sera faite aujourd'hui est d'une extrême importance, et que si on part sur un projet qui n'est pas justement un projet de long terme, on va se traîner effectivement un projet qui serait par exemple de court terme et qui, à notre regard, n'aura pas l'efficacité attendue en termes justement de croissance du territoire. Très bien. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir pu répondre à toutes ces questions, d'avoir fait le point sur ce projet qui petit à petit se met en place. C'est très long, comme tout le monde sait. Et je vous remercie d'être venus tous les trois et bon courage.